Bien, eh bien, bonjour à tous. Après les petites péripéties de reprogrammation, nous y arrivons enfin. Alors, nous ne sommes pas le mardi 21 mars, mais nous sommes un poil plus tard, jeudi. Mais comme maintenant les Learning Happy Hours, c'est et en live et en replay, je salue ceux qui nous regarderont un peu plus tard et je remercie Caroline d'être avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Qui va nous parler, comme prévu, de la fin des universités d'entreprise. Alors ce petit mot un peu provocateur est là pour voir en fait quel avenir peut-on avoir des universités d'entreprise. Caroline va nous exposer tout ça en voyant pourquoi est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'elles vont vraiment disparaître et sous quelle forme elles vont prendre à l'avenir. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Caroline Maugenet. Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de ce beau sujet des universités d'entreprise, qui est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis une petite quinzaine d'années, avec beaucoup de benchmarking et également beaucoup de missions d'accompagnement de création des universités d'entreprise et également de leurs petites sœurs qu'on a pour habitude d'appeler les écoles métiers. J'aurai peut-être l'occasion de distinguer les deux, mais globalement, si nous démarrons, de quoi parle-t-on? Alors, je vous propose qu'on passe à la première slide. Euh, L'histoire des universités d'entreprise, elle commence au début du XXe siècle aux États-Unis avec des grandes entreprises du type de General Motors, General Electric, qui, dès les années 1919, ont commencé à créer des structures de formation dédiées uniquement à leurs salariés, pour qui les compétences techniques n'étaient pas préparées par le système de formation initiale et qui avaient besoin de salariés formés aux spécificités de leur métier. Aujourd'hui, en France, les universités d'entreprise représentent à peu près entre 70 et 100 structures. Elles ont commencé à se créer dans les années 80. On peut citer par exemple le groupe Accor, dont l'université a été une des plus célèbres au début et qui a un peu donné le là sur nos marchés à ce type de structure. On peut également parler de Thales, de Disney, qui ont créé en France très rapidement leurs universités d'entreprise. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'elles ont plusieurs vocations que vous connaissez peut-être. Peut-être que certains d'entre vous dirigent des universités d'entreprise ou des écoles métiers ou ont pour projet d'en créer. Bien sûr, un des points de départ initial de la création d'une académie métier, d'une université d'entreprise, c'est bien sûr la formation des salariés, mais elles sont aussi souvent considérées comme un outil au service de la stratégie et de la direction générale, qui, par le biais de programmes de formation, vont permettre la transmission non seulement des compétences, mais aussi des valeurs de l'entreprise. Elles sont là pour diffuser l'image que la direction générale entend promouvoir au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on pourrait résumer leur vocation en trois temps: former et développer les compétences, bien sûr, développer aussi beaucoup les pratiques professionnelles et puis leur alignement avec la stratégie de l'entreprise, et puis aussi développer, par exemple, la culture d'une entreprise, intégrer les nouveaux collaborateurs, créer de la transversalité, etc. Donc, beaucoup aujourd'hui de ces universités n'ont plus d'existence physique avec un bâtiment, un château, comme on l'a connu dans la grande mode des années 90, mais beaucoup se créent sur une modalité complètement virtuelle, digitalisée, comme le font par exemple Clarins avec son université totalement digitalisée, comme l'a fait aussi Bell Canada dans d'autres pays plus récemment, ou comme le fait très bien une belle entreprise comme L'Oréal également. Voilà. Voilà, une fois le contexte posé, si on rentre un petit peu dans le détail, pourquoi ce titre provocateur, Philippe, et pourquoi cette question? Alors, il y a des indices qui pourraient nous laisser croire que les universités d'entreprise sont en train de disparaître, effectivement. Dans les grands indices, et on peut passer aux pages suivantes, il y a d'abord l'individualisation très forte de la formation. On est dans un monde aujourd'hui où chaque individu, salarié ou non salarié d'ailleurs, peut parfaitement trouver sur Internet de nombreux sujets de formation et ailleurs que sur Internet, aller lui-même se rendre dans un institut de formation, une école, pour créer son parcours professionnel,
changer ses perspectives professionnelles, travailler certaines compétences qui lui manquent, travailler les langues bien entendu, travailler des dimensions informatiques ou autres, développer son management. Les sujets ne manquent pas, ils sont inépuisables. Les deux grandes tendances au-delà de cette notion d'individualisation très forte de la formation, c'est aussi, si on passe page suivante, la digitalisation de la formation qui pousse dans cette logique aussi très forte d'individualisation, avec des termes très à la mode. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle le Atawad, c'est-à-dire qu'avec le digital aujourd'hui, on peut se former anytime, c'est les deux premières lettres de Atawad, anywhere, depuis n'importe où, avec any device, que ce soit son smartphone, que ce soit également son ordinateur, pourquoi pas sa télévision demain avec les smart télé, etc. Donc, la formation devient accessible à tous, en tout lieu, à tout moment. Et on peut aussi bien se former quand on est dans le hall d'un aéroport, dans une salle d'attente, dans une gare TGV, à son bureau le midi parce qu'on a un petit peu de temps et qu'on se dit tiens, on va faire 20 minutes d'anglais des affaires. Bref, on vit une véritable révolution, je ne reviens pas là-dessus, vous le vivez tous au quotidien. Alors, il faut nuancer tout ça évidemment. La 3G, il suffit de sortir de Paris parfois pour ne plus la voir, et parfois même dans Paris, elle a du mal à passer. Donc, on n'est pas encore dans un monde parfait à ce niveau-là, mais enfin, les choses sont en train d'évoluer très rapidement dans le monde du développement des compétences au sens plus large. Je ne reviens pas sur le phénomène des MOOC. Vous avez eu l'occasion d'avoir plusieurs webconférences sur le sujet. Vous avez peut-être tous déjà participé à des MOOC, donc ça contribue aussi de tout ça. Et l'accessibilité plus globale des salariés à la formation sans avoir besoin de rejoindre les corpus et les cours dispensés par l'université de sa propre entreprise, eh bien, sont en train de nous donner des indices sur le fait qu'elles vont peut-être disparaître, ces fameuses universités d'entreprise. Un autre facteur qui pourrait nous laisser le penser, page suivante, c'est le contexte très conjoncturel, pour le coup, de la France, avec cette grande réforme de la formation professionnelle qui a eu lieu en 2014 et qui a bouleversé, là aussi, le monde de la formation et changé profondément les pratiques. On commence à le constater au quotidien. On peut citer, par exemple, la création du CPF. La création du CPF, elle engendre des conséquences extrêmement précises et opérationnelles qui font que chaque salarié peut d'abord décider de se former sur le sujet, diplômant ou certifiant de son choix, sans en parler à son entreprise, puisqu'on a le droit de choisir des formations CPF sans demander l'accord de son employeur et se former en dehors du temps de travail sans que l'employeur le sache. Donc ça, c'est une tendance de fond qui est bien sûr aujourd'hui encore assez timide, mais qui est néanmoins totalement accessible à tous les salariés de France. L'autre élément qui peut aussi, dans cette réforme de la formation, nous laisser penser à une disparition progressive des universités d'entreprise, c'est la baisse tendancielle des investissements en formation réalisés par les entreprises depuis la réforme, puisqu'un des éléments majeurs de la réforme a été de réduire comme peau de chagrin les budgets de formation. Et dans cette logique-là, on constate aujourd'hui des chiffres officiels qui font état, par exemple, de 36% des entreprises françaises, dans une étude récente du GARF, qui mentionnent avoir pour projet de diminuer drastiquement leur investissement en formation. Donc, ce sont des tendances lourdes et on pourrait imaginer que le plan de formation des entreprises se restreigne dans quelques années. Alors, évidemment, je ne le souhaite pas. Évidemment, ce serait dramatique pour le développement des compétences de nos salariés français, mais peut-être se réduiront-elles par souci d'économie dans certaines PME ou dans certaines ETI aux formations strictement obligatoires, hygiène, sécurité, SFC, etc. Alors évidemment, rien aujourd'hui nous permet de confirmer ça comme une tendance certaine, mais il y a quand même, et quand on parle aux autres cas, on le constate, une baisse réelle des investissements en formation depuis la réforme. Je ne parle pas des grandes entreprises où la dimension sociale préserve le budget formation,
mais dans beaucoup de PME que je connais très bien, très souvent les arbitrages financiers se sont faits au détriment de l'investissement formation. Et puis enfin, il y a des causes aussi qui sont liées aux universités d'entreprise elles-mêmes et qui pourraient laisser penser à une disparition progressive des investissements formation. Alors par exemple, il y a des grands paradoxes. Si on cite l'évolution des universités d'entreprise, comment est-ce qu'on fidélise les formateurs internes? Il est parfois difficile de fidéliser des formateurs experts qui ne font que passer. Donc l'animation des communautés de formateurs est une vraie difficulté. Il y a aussi parfois des injonctions paradoxales au sein des universités d'entreprise. On fait des plans de formation à 3 ans et puis il faut en même temps que les collaborateurs répondent à des impératifs de résultats qui sont très court terme. Et ça fait partie des injonctions paradoxales auxquelles les universités d'entreprise sont confrontées. On parle des PEC avec des parcours diplômants à 2 ans, 3 ans, et en même temps, les salariés doivent être parfaits au niveau opérationnel à horizon 3 à 6 mois. Donc, ces tendances-là peuvent aujourd'hui contrarier le sens qu'avaient initialement les universités d'entreprise, et c'est pourquoi on pourrait tout à fait se poser la question de leur disparition. Alors néanmoins, comme j'ai un côté parfois un petit peu rebelle, Philippe, je me suis dit quand même, est-ce que vraiment elle risque de disparaître? Je reste dubitative. C'est sûr qu'il y a l'individualisation de la formation, c'est sûr que le digital bouleverse les pratiques. Il est certain que la réforme de la formation aujourd'hui remet en question un certain nombre de choses à travers notamment la restriction des budgets formation. Pour autant, ne soyons pas catastrophiques. Il reste beaucoup d'axes de développement à venir pour les universités d'entreprise. Ah bah tu nous rassures alors Caroline, parce qu'on commençait à s'inquiéter un peu. Alors je voudrais pour preuve un exemple récent qui est l'exemple de l'université Bell Canada. Alors pardon, on part un petit peu à l'étranger, on part à Montréal dans cet acteur majeur des télécommunications, donc de la modernité et du digital qu'est l'entreprise Bell. Et Bell au Canada avait décidé de virtualiser totalement son université d'entreprise, voire même de la réduire à peau de chagrin avec des parcours extrêmement individualisés et totalement virtuels. Bell Canada a donc lancé ce projet avec beaucoup d'investissements, avec un Facebook interne, avec des réseaux sociaux dernière génération. Et le constat, 1 an et demi après le lancement de tous ces efforts, avec beaucoup d'investissements et puis dans la pleine tendance aussi des métiers de Bell Canada, ils se sont aperçus que la mayonnaise ne prenait pas du tout et que le présentiel avait un réel intérêt et qu'il était essentiel dans ce monde-là de préserver des séminaires en présentiel avec des promotions de participants qui se rencontrent, qui se connaissent, qui travaillent ensemble autour de cas pratiques et qui permettent de développer les compétences ensemble, en transversalité, en partageant les expériences, en faisant du co-développement. Et ils ont donc complètement revu leur copie. Ils ont supprimé le Facebook interne qui ne fonctionnait pas. Ils se sont rendus compte que Facebook marchait pour les individus parce que ça leur permet de développer leur identité personnelle, leur réseau personnel. Mais le Facebook interne n'a pas fonctionné et ils sont revenus à des séminaires en présentiel dans une belle université d'entreprise qui s'appelle maintenant le Campus Bell sur l'île des Sœurs à Montréal, qui est un campus magnifique d'ailleurs, de tout premier ordre. Et ce campus fait partie aujourd'hui des fleurons des universités d'entreprise qu'on aurait pu croiser dans les années 90 en France avec des universités comme BNP ou autres. Donc on revient à ce modèle-là. On garde la dimension blended learning, mais on démarre toujours les parcours avec du présentiel et avec des systèmes de promotion d'individus qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui déjeunent ensemble, qui apprennent à se connaître et qui ensuite pourront poursuivre l'expérience de formation à travers le digital, mais après avoir fait connaissance en chair et en os. Donc, vous voyez que derrière le digital, on reste très humain, on a besoin de travailler ensemble, de se rencontrer, de créer du lien pour pouvoir créer des promotions d'apprenants qui fonctionnent réellement. Donc, voilà un exemple, il est peut-être symptomatique, mais je le trouvais assez révélateur de la nuance qu'il faut apporter quand on parle de disparition, notamment sous l'effet de la digitalisation des structures classiques de formation,
que peuvent être les universités d'entreprise comme les écoles métiers. Alors, si je peux me permettre, Caroline, il y a en France des campus qu'on cite souvent, le campus Veolia, par exemple, le campus Total, qui sont effectivement des endroits extrêmement conviviaux et qui avant étaient plutôt le point central des campus et qui maintenant deviennent plutôt des points de passage dans les parcours de formation et des campus. Mais ces endroits et ces moments de convivialité et de partage sont effectivement des éléments qui renforcent la notion de groupe, de cohésion, et qui sont absolument indispensables si on veut avoir et embarquer des grands groupes d'apprenants. Il y a aussi le magnifique campus de Areva, dans des très beaux endroits et qui vont avoir encore de beaux jours devant eux parce que il n'y a que dans ces endroits-là que peut se passer certains échanges humains et certaines actions de cohérence de groupe, même si effectivement les parcours ne se déroulent plus totalement dans ces campus. Absolument, tu as parfaitement raison. Ça reste des lieux aujourd'hui de développement des savoirs et des pratiques professionnelles qui sont essentiels et qui sont bien vivants et qui sont aussi en développement, absolument. Il y a un deuxième lieu où la création des universités d'entreprise reste une réalité et même une tendance très forte. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. On pourrait estimer que la vague de création des académies métiers pour les grands groupes est aujourd'hui quasiment achevée. Tous les grands groupes du CAC 40 ont leur université d'entreprise ou au moins une académie métier, une école métier. Et les ETI sont en train de clairement aujourd'hui de prendre ce chemin également et d'utiliser la modalité université d'entreprise pour travailler leur marque employeur, pour fidéliser leurs talents, pour travailler sur les compétences spécifiques et sur leurs enjeux opérationnels. Et c'est une tendance très très importante aujourd'hui et nous ne cessons en tout cas nous d'accompagner ces tendances-là par des missions pour des structures qui ont entre 500 et 2000 salariés. Donc, elles sont très loin de disparaître, ces écoles-là. Néanmoins, si elles ne disparaissent pas, on peut quand même noter qu'elles se reconfigurent. Donc, plutôt que parler de disparition, j'aurais volontiers parlé, Philippe, de reconfiguration avec des modes opératoires un petit peu différents de ce qu'on a connu au cours des dernières années. Alors, si on doit évoquer les modalités de cette reconfiguration, citons quelques tendances. Alors, dans les tendances fortes aujourd'hui du marché, il y a évidemment, et vous le savez tous, le blended learning. Le blended learning qui va permettre de mixer toutes les modalités que propose aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, le monde de la formation. Ça devient vraiment quelque chose d'ancré aujourd'hui dans les pratiques. On ne compte plus les parcours qui commencent par du présentiel, qui ensuite vont être relayés par des applications sur smartphone pour pérenniser l'expérience de formation, pour mettre en réseau les apprenants, pérenniser l'expérience de promotion. Et donc, on va, à travers, par exemple, des applications sur mesure, permettre aux gens qui n'ont pas pu participer au séminaire d'en bénéficier avec les temps forts sous forme de vidéos, de quiz, de petites phrases qui vont venir rappeler les éléments marquants de l'apprentissage. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux d'entreprise qui viennent prendre le relais pour que les gens qui sont sur un même lieu géographique ou proche puissent se rencontrer, créer du lien, se retrouver, faire du co-développement. Donc ça, on le voit dans des très grands groupes. J'étais récemment sur ces sujets-là avec un grand groupe de l'agroalimentaire qui est pleinement dans ces dimensions de poursuivre l'expérience de formation présentielle par des dimensions digitales qui viennent pérenniser l'expérience d'apprentissage. Un deuxième sujet, c'est aussi dans les tendances actuelles, l'utilité très très forte des universités d'entreprise pour faire ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire non seulement avoir des parcours et des séminaires qui vont permettre de développer les compétences, mais surtout avoir des lieux où on va pouvoir centraliser les bonnes pratiques, centraliser les documents qui vont pouvoir être diffusés à tous les collaborateurs, par exemple, d'un même métier,
poser des questions techniques qui vont permettre d'être relayées ensuite à l'ensemble d'une communauté professionnelle, la communauté des acheteurs, la communauté des commerciaux, parfois sur des petites populations d'ailleurs. Mais l'université d'entreprise dans cette dimension-là n'est plus seulement un lieu de formation et de partage des savoirs, elle est surtout partage de pratiques, de livrables, de documents, de renseignements, de mise en contact. Et donc c'est un élément majeur de développement et de sécurisation des savoirs. Je pense par exemple à des métiers souvent très techniques, les métiers de la haute maroquinerie par exemple, sur lesquels il y a de nombreuses personnes qui partent à la retraite dans les années à venir. Eh bien les écoles métiers, les académies d'entreprise jouent ce rôle-là aussi aujourd'hui de préservation des savoirs avec des systèmes de capsules vidéo, ce qu'on appelle des graines de savoir, qui vont venir préserver ces métiers et partager les bonnes pratiques au sein d'une communauté professionnelle. Et puis enfin, dans les tendances très très fortes des derniers mois, sous l'effet notamment de la réforme de la formation professionnelle, on peut citer les tendances à la certification quasi systématique aujourd'hui des parcours de formation, de diplômes, et une dernière tendance de fond que j'aimerais citer dans la reconfiguration des universités d'entreprise, c'est le rapprochement très fort avec l'université tout court, avec les systèmes de formation initiale des salariés, des systèmes de co-diplôme, de certificats avec des écoles, des universités, des instituts technologiques qui vont permettre de créer des parcours éligibles au CPF au sein même des universités d'entreprise pour les salariés, avec une double logique de développer les compétences et puis si on est très pratico-pratique, de optimiser également les budgets formation. Donc le rapprochement entre les universités d'entreprise et les universités ou le système académique français est vraiment en cours, il est vraiment à l'œuvre au quotidien et on ne compte plus les doubles diplômes, doubles certificats associant le nom d'une entreprise et le nom d'une école. Voilà, cher Philippe, les quelques éléments de reconfiguration que l'on pouvait citer. Super, merci beaucoup Caroline, c'était très clair et très illustré et argumenté. Si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe. En fait, on est passé d'une conception d'université en entreprise où l'élément central était plutôt un lieu et à maintenant à une structure qui encadre plus largement euh, d'autres modalités de formation et qui permet de représenter toutes les actions de formation au sein d'une stratégie d'entreprise. On est donc plus souple, un peu moins formel, mais tout aussi structurant qu'on l'était dans une représentation plutôt géographique. Tout à fait. Si on devait effectivement synthétiser un peu tout ça, on pourrait prendre un raccourci et dire que de la même façon que les organisations se reconfigurent aujourd'hui, l'université d'entreprise, elle passe en mode projet à l'heure actuelle. Elle devient finalement un projet stratégique parmi les autres au sein de l'entreprise, au service de la culture interne, des valeurs, de la marque employeur, de la fidélisation des salariés et bien sûr de la performance. Mais c'est un mode projet qui peut être très agile, qui est très multimodal dans ses modalités pédagogiques et donc extrêmement souple, et ce qui permet aussi aux entreprises d'être réactives dans un contexte qui va très vite et qui a besoin de cette reconfiguration permanente. Voilà, si on devait le résumer, je pense qu'on peut voir les académies d'entreprise aujourd'hui aussi comme un mode projet très stratégique au sein des entreprises parmi d'autres grands projets importants. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et c'était mieux résumé que moi, avec un peu plus de hauteur. Merci Caroline, Merci à d'avoir été vous. avec nous finalement. Et je m'excuse donc pour les petits contretemps, même si cet épisode s'est déroulé dans des conditions un petit peu acrobatiques, on a réussi finalement à le faire avec une diffusion en replay de cet épisode. Qui sera donc disponible d'ici demain sur l'application dédiée Learning Happy Hour et sur le site. Et puis vous serez communiqué aussi par email comme d'habitude. Vous aurez les coordonnées de Caroline si vous avez des projets de podcast ou d'autres.
spécialiste, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et puis voilà, le prochain épisode sera, lui, à coup sûr, mardi 28 mars, consacré à, comme d'habitude, un petit zapping de la formation en fin de mois. Pas bonne soirée et bonne journée. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Bonne journée à tous. À bientôt. Et à bientôt. Merci.